Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'édition du soir au sommaire. Au sommaire de cette édition, Mohamedou Ngom dit Farba Ngom a obtenu une mise en liberté provisoire sous le régime d'un contrôle judiciaire. C'était l'information phare de la matinée, mais entre-temps, les choses ont évolué. Les avocats du député informent que le procureur a de nouveau interjeté appel. Nous y reviendrons en début d'édition. Et puis, la grogne est montée d'un cran ce week-end dans le département de Dagana. Des centaines de riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal sont sortis dans la rue pour alerter les autorités sur la grave crise de commercialisation qui frappe leur filière. Et puis, au marché de Tilène, les commerçants ne s'opposent pas au déguerpissement. Toutefois, ils demandent des engagements clairs des autorités quant à leur recasement. Un reportage de Ndeye Fatou Diop à suivre dans un instant. Et pour les sports, la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 marque un tournant historique pour la première fois depuis 1957. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales sont dirigées par des entraîneurs africains. Un élément de Abdoulaye Dieye à suivre en fin d'édition. À part ceci, nous parlons également de l'actualité internationale. Voici le sommaire, le développement dans quelques instants. Rebonsoir mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 12 janvier 2025, démarrons l'édition du soir. Je vous le disais en titre, Mohamedou Farba Ngom. Mohamedou Ngom dit Farba Ngom a obtenu une mise en liberté provisoire sous le régime d'un contrôle judiciaire. C'était l'information phare de la matinée, mais entre-temps, les choses ont évolué. Les avocats du député informent que le procureur a de nouveau interjeté appel, une démarche que la défense dénonce publiquement, estimant qu'elle instaure une différence de traitement injustifié entre 2 personnes poursuivies pour des faits similaires. Laisser l'un libre et maintenir l'autre en détention n'est pas cohérent pour les avocats que nous vous proposons d'écouter. Il semble, à la dernière minute, que monsieur le procureur de la République, le procureur financier, a relevé appel de l'ordonnance de mise en liberté provisoire de monsieur Farba Ngom, mais curieusement n'a pas relevé appel en ce qui concerne Tahirou Sarr. Donc en fait, ça veut dire quoi en termes clairs? Que Tahirou Sarr va aujourd'hui sortir de prison. Pendant ce temps, Farba Ngom sera obligé de garder encore prison pendant 1 mois parce que la chambre d'accusation a été saisie à nouveau par le procureur financier qui vient de faire appel à la dernière minute parce qu'il était dans les délais pour faire appel parce que le dernier délai courait expirer demain. C'est-à-dire le délai d'appel expirait demain. Donc en fait, il a relevé appel en ce qui concerne Farba Ngom. Ce que nous dénonçons, parce que simplement, manifestement, il y a une volonté manifeste. Mais il sera bien obligé de garder encore prison parce que simplement on a fait appel de la décision du juge qui le met en liberté. Mais curieusement, en ce qui concerne M. Tahirou Sarr, on n'a pas fait appel. Alors que c'est des frères siamois. C'est-à-dire l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et les décisions qui les mettent en liberté et sous contrôle judiciaire, la motivation est la même. C'est-à-dire le juge a reproduit les mêmes motivations. C'est des contestations sérieuses qui ont été émises sur la base des éléments fournis par Tahirou Sarr qui se rapportent à M. Farba Ngom. Donc le juge a estimé que dans ces conditions-là, on doit les mettre en liberté sous contrôle judiciaire. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? C'est-à-dire on maintient Farba Ngom encore en détention, pendant ce temps on libère M. Tahirou Sarr. Donc nous estimons que c'est un acte à dénoncer et que bon, il n'est pas exclu que nous les avocats du conseil de Farba Ngom, que nous demandions l'autorisation aux bâtonniers de tenir une conférence de presse. Et pour la première fois, le Sénégal se dote d'un plan stratégique de développement restitué et validé ce lundi par la direction de fonction publique à l'occasion d'un atelier. Le plan vise à moderniser la gestion de ressources et valoriser le capital humain tout en offrant un cadre structurant pour renforcer l'efficacité de l'administration. Je vous propose d'écouter le ministre de la fonction publique, Olivier Boucal.
Le plan stratégique de développement de la Direction générale de la fonction publique est un document de référence, un document d'orientation et de planification. C'est un document très utile et très attendu, comme vous l'avez rappelé, qui nous permet de pouvoir planifier la gestion des ressources humaines et d'assurer un suivi et évaluation beaucoup plus optimisé. Alors, il faut apporter des changements et surtout une gestion beaucoup plus rigoureuse dans la gestion des ressources humaines. Et il faut retenir ici que c'est la gouvernance des ressources humaines qui est le plus pointée, la gouvernance elle-même, mais il faut un capital humain beaucoup plus optimisé, avec une formation continue très adaptée. Alors, ce sont des piliers essentiels donc, de cette réforme et la mise en place d'un SIRH. SIRH, ça veut dire il faut que nous ayons un système informatisé robuste qui permet de pouvoir rendre compte donc, des effectifs de l'État. Parce que quand vous ne maîtrisez pas vos effectifs, vous allez avoir du mal à pouvoir recruter et à gérer. Et puis la cérémonie de lancement officiel du projet d'assistance technique et de recherche pour l'analyse et l'évaluation de l'impact des politiques de l'emploi au Sénégal, ProImpact, s'est tenue ce lundi 12 janvier 2026, organisée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique en collaboration avec l'ANSD et le Conseil national de recherche italien. Cette initiative vise à promouvoir l'emploi au Sénégal grâce à une approche scientifique. Écoutons à ce propos le directeur de l'ANSD, Abdou Diouf, au micro de Ndella Ndiaye. Il s'agit de mener des réflexions, de collecter des informations, des données, faire des analyses approfondies pour une meilleure compréhension, mais également pour l'évaluation des politiques d'emploi qui ont été mises en œuvre au Sénégal, afin d'orienter et de guider au mieux les politiques de l'emploi. C'est un projet qui porte sur 3 années et qui va couvrir donc la période 2026-2028. Durant laquelle nous aurons les bénéfices d'un renforcement de capacité pour les experts du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, pour les experts également de l'ANSD et de l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique. Il s'agira aussi de faire un recueil de données, donc de la collecte de l'information sur l'emploi, et de formuler, de co-construire des modèles avec la coopération italienne, les experts de la coopération italienne et les experts sénégalais pour mieux comprendre, pour évaluer également toutes les politiques qui ont été mises en œuvre sur la période passée et mieux comprendre comment est-ce que les politiques à venir pourraient être orientées afin de renforcer l'emploi des jeunes, de renforcer l'emploi des femmes, mais également aussi de renforcer l'emploi des personnes vivant avec un handicap qui constitue aussi une partie assez conséquente et importante de notre population. Il s'agira d'une analyse qui portera sur l'ensemble des secteurs de la vie économique et sociale, tout secteur pouvant être pourvoyeur d'emploi pour la jeunesse, pour les femmes et pour les personnes vivant avec un handicap. Des analyses, des informations seront collectées, des analyses approfondies également seront réalisées. Et donc les résultats seront partagés d'abord avec l'autorité pour que les meilleures décisions puissent être prises, mais aussi avec l'ensemble de la collectivité, notamment la communauté des chercheurs qui pourra s'en approprier également, challenger le travail qui a été fait et peut-être l'améliorer dans des perspectives futures. C'était Abdou Diouf, le directeur de l'ANSD, et puis le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, le PACASEN, enregistre des résultats prometteur en renforçant les capacités financières et de gouvernance des collectivités locales avec plus de 1500 projets réalisés et des réformes visant l'autonomisation, ce qui a conduit à un financement additionnel pour prolonger son impact jusqu'en 2026, bénéficiant à toutes les communes du pays. À ce propos, écoutons Moustapha Diop, directeur général de ADAM. Sur 8 recommandations, les 7 ont été réalisées et une en cours de réalisation. Donc nous estimons effectivement, en regardant même les témoignages des bénéficiaires, des maires, des populations locales, vous voyez effectivement le PACASEN impact sur les territoires, impact sur les communautés locales.
Et je pense effectivement que le PACASEN est dans le cercle de la performance en termes de résultats livrés. Donc, le gouvernement du Sénégal, en lien avec ses partenaires de développement, la Banque mondiale, l'AFD, ont pensé que la deuxième phase du PACASEN, pas phase mais c'est une phase d'extension, 25-26, serait orientée sur des projets verts, sur des projets climat. C'est pour cela que les 70 milliards sont destinés aux collectivités qui portent des projets climat. L'ADEME n'exécute pas le PACASEN directement, mais l'ADEME fait de l'appui budgétaire. Les communes sont responsabilisées en matière de priorisation de leurs investissements, en matière de priorisation de leurs activités. Dans ce cadre, toute commune qui propose un projet climat territorial, l'ADEME va les accompagner conformément aux manuels de procédure de la Banque mondiale. À l'instant, parlons de l'agriculture. Les riziculteurs sénégalais, face à une production nationale excédentaire et des défis de commercialisation, déplorent l'attitude du ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, et du gouvernement qui n'ont pas mis en place un plan d'action efficace pour le descotage et l'achat du riz local. Écoutons leur porte-parole, Baba Diallo. Il y a 3 mois également, on faisait la même chose. Donc nous, on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la population sénégalaise. Je veux cette fois-ci adresser ce message directement au président de la République. Directement au président de la République. C'est parce que c'est lui qu'on a élu pour régler la souffrance des Sénégalais. 70% de la population sénégalaise est issue du monde rural. Et quand on parle du monde rural, on parle de l'agriculture. Il est inconcevable, à l'heure où on parle, qu'un pays qui se nourrit 3 fois par jour, au moins le riz, autrement dit un produit, et ce produit-là n'arrive pas à être écoulé. Lors du Conseil des ministres, il y a 2 mois, ou bien il y a 3 mois, le président de la République avait pris des engagements fermes à donner des instructions au ministre du Commerce pour lui demander d'arrêter les importations du riz. Monsieur le président de la République, nous voulons vous dire directement, les yeux dans les yeux, que le ministre du Commerce, Serigne Gueye Diop, n'a pas respecté ses engagements. Monsieur le président de la République, nous agriculteurs, nous riziculteurs de la vallée du fleuve Sénégal, nous avons mal à comprendre ou bien à concevoir comment vous osez prendre 400 milliards, acheter du riz aux producteurs, aux paysans indiens, alors que nous, les producteurs qui sont là au Sénégal, nous n'avons besoin que 5 milliards pour notre problème. Monsieur le président de la République, on ne peut pas comprendre un pays. Vous avez déjà créé des pôles, et tous ces pôles que vous avez créés est caractérisé par l'agriculture. Vous avez interdit les jeunes d'aller faire l'immigration. On sait actuellement que le Sénégal est très dur à travailler, mais l'agriculture emploie près de 3 millions d'individus. Et vous osez hypothéquer notre avenir, l'avenir de ces agriculteurs-là. Et l'honorable députée Anta Babacar Ngom, présidente de l'Alternative pour la relance citoyenne, a appelé le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale lors d'un meeting à Richard Toll. Elle estime que l'institution actuelle ne reflète pas une véritable rupture et marginalise l'opposition dont les temps de parole sont limités et les propositions de loi peu prises en compte. Elle s'est exprimée au micro de Aziz Diop. Mon message bu mujj ma koy lancer au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Moi, Anta Babacar Ngom, en tant que député de la 15e législature, je demande au président de dissoudre l'Assemblée nationale parce que ce n'est pas une assemblée qui correspond aux critères de la rupture. Même l'opposition n'a pas une majorité dans cet hémicycle. Donc pourquoi ne pas la dissoudre? Parce qu'on ne pourra jamais travailler ou bien même accomplir quoi que ce soit dans cette assemblée. Depuis qu'on est là, on a voté une seule proposition de loi et après même on l'a rejeté. Ils sont là uniquement pour dépenser de l'argent, rivaliser pour avoir le luxe des voitures et entre autres privilèges. Donc pourquoi ne pas dissoudre cette assemblée et recommencer à zéro
procéder à des votes pour qu'on puisse la refonder, pour qu'elle soit une assemblée de rupture, une assemblée qui sera là uniquement pour le peuple, parce que dans cette assemblée, on ne vote que les lois qui dépendent ou bien même qui viennent carrément du gouvernement. Donc ce n'est pas objectif. Cette assemblée même est devenue une boîte d'enregistrement, alors que même le peuple n'a pas besoin de telles choses. Donc qu'on se dise la vérité, il faut dissoudre cette assemblée. Nous, en tout cas, nous sommes prêts et que toute personne qui veut nous rejoindre, elle n'a qu'à le faire. Et c'est le moment de travailler en 2026. En 2027, nous avons une échéance très importante. C'était l'honorable député Anta Babacar Ngom. Au marché Tilène, les commerçants ne s'opposent ni au déguerpissement ni à la destruction des toilettes publiques. Toutefois, ils demandent des engagements clairs et écrits des autorités à travers les réactions des 3 commerçants. Ils plaident pour un recasement effectif et une collaboration étroite avec la mairie et le ministère de l'Intérieur afin d'éviter toute précarisation. Un reportage signé d'Aïfatou Diop. Au marché de Tilène, le climat reste relativement calme, malgré les opérations annoncées de déguerpissement et la destruction des toilettes publiques. Les commerçants disent comprendre la volonté des autorités d'assainir et de réorganiser l'espace commercial. Nous sommes contre la destruction des toilettes publiques. Je ne connais pas l'auteur des déguerpissements, mais ici, ce n'est pas un lieu de vente. Ils nous ont donné un avertissement. D'ailleurs, la date butoir était le 31 décembre, je pense. S'ils ne s'opposent pas à ces mesures, ils estiment toutefois que le processus doit être mieux encadré. Les commerçants réclament des engagements écrits des autorités afin d'avoir des garanties claires sur leur avenir après la libération des lieux, notamment en ce qui concerne le recasement. L'État doit nous venir en aide. On pense que c'est Bamba Fall. Mais si c'est l'État aussi, il a bien fait. Le trottoir, c'est pour les passants, pas pour les vendeurs. La route est pour les voitures. Il souhaite également une collaboration étroite avec la mairie et le ministère de l'Intérieur. Une concertation jugée indispensable pour assurer une transition apaisée, éviter toute tension lors des opérations de déguerpissement. Nous, les marchands ambulants, c'est notre seule source de revenus. Nous n'avons pas d'autres activités, donc nous leur demandons une clémence. Ouverts aux réformes, mais soucieux de préserver leurs activités, les commerçants appellent à un déguerpissement encadré, concerté et respectueux de leurs droits. Ndaïfatou Diop pour le reportage du jour. Le métier de la teinture exercé au Sénégal commence à connaître un déclin à cause du commerce des Chinois et des Maliens. À la Cité des Eaux, l'un des quartiers qui arbitre un espace réservé à ce métier n'est plus bondé de monde comme avant, ce qui frustre d'ailleurs les teinturiers qui exécutent des tâches difficiles. Un reportage de Amsatou Gano et Serignan. Au Sénégal, le métier de la teinture textile a longtemps occupé une place de choix depuis des décennies. Cependant, ce métier jadis rayonnant commence à perdre de son éclat. Ainsi, les teinturiers nous listent les causes. Oui, avant il y avait des clients, mais actuellement il n'y a plus de clients. Les clients se font rares. C'est à cause de la production des Chinois. C'est pourquoi maintenant le travail est très difficile. Auparavant, les clients venaient beaucoup, mais maintenant il n'y a plus de clients. Avant, on avait 5 à 6 commandes par jour, mais aujourd'hui, il n'y a pas de clients. À la Cité des Eaux, les teinturiers proposent divers tissus et designs qui reflètent la beauté de l'art africain, allant du tube VIP au Facebook en passant par le tube miel. Façonné manuellement avec différents motifs, cette étape s'avère être difficile d'après certains teinturiers. Les conditions de travail sont très difficiles. Ici, tout est fait manuellement. Il n'y a pas de machine. On travaille avec nos mains. Tous les travaux sont effectués manuellement. Oui, le travail est très difficile. Ici, puisqu'on utilise des gants pour faire le travail, c'est un peu compliqué. Mais c'est une chose que nous maîtrisons. Donc, nous le faisons comme il se doit, sans avoir le matériel nécessaire.
Dans ces lieux, les produits chimiques qui composent la teinture empestent l'atmosphère, sans parler de la fumée du charbon de bois, où sont posés des barils composés de cassé, ammoniac et de la gomme arabique. Dans ce décor, les batteurs aussi ne peuvent pas être inaperçus. Assis sous des tentes, ils tapent frénétiquement sur des tissus pour les rendre plus éclatants. Par contre, le travail n'est pas rose pour eux. Oui, le fait de compresser les tissus leur permet d'avoir beaucoup plus d'éclat. C'est pourquoi nous utilisons ces bois pour taper et compresser pour que ça soit beaucoup plus beau à voir. Mais c'est très difficile, ça prend beaucoup d'énergie. C'est une tâche compliquée et difficile à accomplir. Et c'était le reportage du jour. À l'instant, parlons de l'actualité internationale. Une seule page. Au Mali, le blocus économique décrété sur le carburant en septembre dernier par les djihadistes s'étend aux unités industrielles. Des usines appartenant à des hommes d'affaires maliens et indiens ont été attaquées dimanche 11 janvier par de présumés djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans la région de Kay, dans l'ouest du Mali. Et pour les sports, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 marque un tournant historique dans le football continental. Pour la première fois, les 4 sélections qualifiées pour les demi-finales sont toutes dirigées par des entraîneurs africains, confirmant la montée en puissance des compétences locales et la maturité des projets techniques portés par le continent. N'est-ce pas, Abdoulaye Dieye? La Coupe d'Afrique des Nations 2025 entre dans l'histoire du football continental pour la première fois depuis la création de la compétition. Les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales sont toutes dirigées par des entraîneurs africains, un tournant majeur qui illustre non seulement la montée en puissance du football africain, mais surtout la reconnaissance croissante de l'expertise locale au plus haut niveau. Pays hôte de la compétition, le Maroc est conduit par Walid Regragui, l'entraîneur marocain, figure emblématique du renouveau des Lions de l'Atlas, s'est déjà illustré sur la scène mondiale avec une demi-finale historique lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Son leadership et sa vision tactique continuent de porter le football marocain vers l'excellence. En Égypte, la fédération a misé sur une légende nationale, Hossam Hassan, ancien capitaine des Pharaons et double vainqueur de la CAN en tant que joueur de 1986 et 1998. Il réalise jusqu'ici un parcours sans faute dans cette édition 2025, redonnant espoir à tout un peuple. Le Sénégal, fidèle à sa politique de promotion des compétences locales, poursuit dans la continuité. Après le sacre d'Aliou Cissé en 2021, c'est Pape Bouna Thiaw, sénégalais et ancien membre du staff champion d'Afrique, qui a pris les rênes de la sélection. Une transition assumée, inscrite dans la stabilité et la vision à long terme du football sénégalais. De son côté, le Nigeria est dirigé par Elik Sekouchel, technicien malien et ancien international. Son parcours dans cette CAN confirme la confiance grandissante accordée aux entraîneurs africains au-delà même des frontières nationales. Ces 4 sélectionneurs symbolisent une nouvelle ère, celle de la maturité, des projets locaux et de la valorisation des compétences africaines. Une tendance déjà perceptible dès les quarts de finale, où 6 des 8 équipes encore en lice étaient entraînées par des techniciens africains. Seuls l'Algérie et le Mali avaient alors fait appel à des entraîneurs étrangers. Pour rappel, 3 sélectionneurs locaux ont déjà inscrit leur nom au palmarès de la CAN. Djamel Belmadi avec l'Algérie en 2019, Aliou Cissé avec le Sénégal en 2021 et Emers Faye avec la Côte d'Ivoire en 2023. La CAN 2025 pourrait ainsi consacrer bien plus qu'un champion, la confirmation définitive du savoir-faire africain sur ses propres terrains. Abdoulaye Dieye, cette partie met fin à l'édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la GT.